Deux sujets au sommaire de notre rendez-vous économique. Immobilier, est-ce que c'est le moment d'acheter ou d'investir? Et puis deuxième sujet, les déchets. Nous sommes 2/3 à les recycler. Et qu'en est-il pour les entreprises? Quelles sont leurs obligations? Réponse dans quelques minutes avec notre expert. On va essayer de répondre à cette question avec Pascal Boulanger, qui est le président de la Fédération des promoteurs immobiliers pour la région Nord. La région Nord, c'est la grande région pour vous. C'est tout ce qui est au-dessus de Paris, pour faire très rapidement. Nord-Pas-de-Calais et Picardie. Tiens, je vous donne tout de suite un ratio. Et aussi Champagne-Ardenne. D'accord. Un ratio qui est celui des ventes réalisées par nombre d'habitants. Sur l'île, ce ratio est de 1,47 et il est pour Lyon de 3,52. Quasiment le triple de nous. Qu'est-ce qui se passe? Plusieurs sujets sur cette question, plusieurs réponses. Un manque d'offres, un pouvoir d'achat plus faible et une appétence plutôt des gens du Nord pour la maison individuelle. D'accord. Donc, maison individuelle de campagne. Donc, si vous voulez, nous, quand on a des chiffres comme ça, c'est la construction surtout de logements neufs, surtout ce qu'on appelle le vertical, les appartements. Et on se rend compte que pour ces trois raisons, effectivement, l'île n'est pas la meilleure place, n'est pas très bien placée. D'accord. Alors, c'est effectivement un chiffre global. L'accession à la propriété est la plus touchée par la conjoncture. Pourquoi ? Alors, elle a été touchée fortement depuis quelques années. Sur 2013, pas plus que 2012, mais elle s'est pas mal dégradée par manque de confiance, tout simplement. Vous savez, nous, les promoteurs, on a l'habitude de dire qu'à peu près 2/3, 1/3 se partagent entre 2/3 pour les investisseurs, 1/3 pour les propriétaires occupants. Oui. Les chiffres ont fortement baissé, aussi bien investisseurs que propriétaires occupants, depuis 2 ans, mais auparavant, c'est surtout les propriétaires occupants qui ont baissé, pour une raison très simple, manque de confiance. On peut dire aussi manque de financement, mais je crois que la vraie question, c'est manque de confiance, des prix qui ont continué à augmenter, et donc des propriétaires occupants qui se sont soit abstenus, soit tournés vers l'ancien. Alors, on ne comprend pas bien parce que l'immobilier ralentit et puis les prix ne baissent pas. Pourquoi ? Les prix du neuf ne peuvent pas baisser. Pourquoi ? C'est un prix technique. C'est un prix technique. Alors, les prix de l'ancien peuvent baisser, c'est un prix de marché, offre et demande. Prix du neuf, il y a un prix technique. Et de plus, le législateur en est même conscient maintenant, puisqu'il veut faire machine arrière. Depuis 15, 20, 30 ans, on a énormément mis de normes. Des normes sur tout. Alors, environnementales, normes handicapées, normes thermiques, normes phoniques, normes sismiques, nombre de parking, normes d'espaces verts, etc. Ce qui fait qu'à chaque fois, l'idée est noble, elle est légitime, elle est plutôt sympa au départ. Sauf que quand on accumule toutes ces normes, à chaque fois, ça a un coût. Et aujourd'hui, le logement, mais on peut estimer, nous, on estime que le prix d'un logement a augmenté en 10-15 ans de 30% rien qu'à cause des normes. Environ 30 à 40% même. Donc, et donc, ça ne pourra pas baisser. Ça ne peut techniquement pas baisser. Non, l'immobilier ne peut techniquement pas baisser. L'immobilier neuf. Tiens, la preuve, par l'exemple, à Lille. Lille qui représente 80% des ventes de la région, largement en tête des départements au nord de Paris. Conséquence, les agences immobilières souffrent, même si les taux de crédit sont historiquement bas. C'est un reportage de Sébastien Ambert. Grégoire a rendez-vous aujourd'hui avec son agent immobilier. Il vient d'acheter un studio à Lille, un achat important qui lui a coûté cher. Un studio sur Lille, à ce prix-là, c'est vrai que ça reste encore cher. Combien vous avez payé, vous ? 85. Pour combien de mètres carrés ? Pour 18 mètres carrés. Donc oui, ça, je trouve ça cher quand même pour ce que c'est. Maintenant, c'est le marché actuel. Donc. Le marché actuel qui a stoppé l'augmentation des prix, mais qui les a stabilisés plutôt que de les faire baisser. Résultat, il y a toujours une sorte d'incompatibilité entre le pouvoir d'achat et les prix. Cet agent immobilier a du mal à vendre. Un bien comme M. Ancel a acheté ici dernièrement, il y a 2-3 ans, je le vendais en 3-4 jours. Et maintenant ? On met quand même plus de semaines. Le vendeur, lui, il est resté sur son opinion d'avant. Il a un bien, il l'a refait ou pas, mais il a un certain prix. L'acheteur, lui, voit autre chose. Et pourtant, il y a quelques embellis, notamment du côté des banques, car les taux sont historiquement bas, moins de 3% pour un achat sur 15 ans. Alors cela devrait booster le marché, il n'en est rien, car pour obtenir un prêt, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. Et certaines banques aujourd'hui ne vont pas accepter de dossier lorsqu'il n'y a pas d'apport concernant les frais annexes. Ce qui n'était pas le cas avant, parce qu'avant c'était plus souple.
Peut-être plus souple, on est quand même dans un contexte de crise économique globale où les acteurs tels que la banque font partie aussi de cette crise. C'est quand même pas très rassurant. Alors, malgré toutes ces contraintes, est-ce que c'est le bon moment pour acheter ? Je pense qu'on est dans un bon moment parce qu'on a effectivement des prix, contrairement à ce qu'on peut penser, des prix relativement bas. Lille, une grande métropole, reste un prix très attractif par rapport aux autres métropoles françaises et européennes. Mais on peut dépasser le problème. Regardez Paris. Paris n'est pas très cher par rapport à Londres, par rapport à des villes de taille comparable. Donc acheter à Lille du neuf, aujourd'hui, ça reste une valeur sûre. Et si vous regardez sur 15-20 ans, les prix continueront à monter, bien évidemment, pour les bons emplacements. D'accord. La loi Sellier exit. C'est maintenant la loi Duflot, avec c'est moins intéressant, même si la loi Sellier aussi a baissé d'intérêt sur les dernières années. Ça vaut encore le coup d'investir dans l'immobilier ? Alors nos calculs font à nous qu'on estime que la loi Duflot actuellement est plus intéressante que le Sellier dernière version. D'accord. Bon, je ne vais peut-être pas rentrer dans un débat technique, mais le Sellier au départ... Vous le confirmez, ça c'est important. Oui, au départ le Sellier c'était 25% de réduction d'impôt. D'accord. Et dans son stade final c'était 13%. La loi Duflot, elle, c'est 18% de réduction d'impôt de la valeur du bien immobilier, avec un loyer plafonné, mais on se rend compte qu'il est plafonné à peu près au prix du marché. D'accord. Donc on reste plus intéressant en Duflot actuel qu'en Sellier dernière version. Bon, donc vous notez bien, c'est une info importante, et c'est le professionnel qui parle. Dernière question très rapidement, aux professionnels également. Est-ce que vous avez des leviers pour augmenter la production de maisons, de logements neufs ? Oui, je pense que le premier levier vient du politique. Très souvent, il limite les PLU. Et au sein même d'un PLU limité, quand on va voir l'élu, souvent il dit « Attendez, réduisez un petit peu parce que ça fait un petit peu trop dense ». Donc là, il y a un vrai sujet et je pense que si on pouvait augmenter un petit peu… D'ailleurs, la nouvelle loi Allure l'a compris, elle a éliminé la notion de liberté dans la programmation. Oui, absolument. Je pense que le levier est là. Et peut-être aussi faire plus simple dans l'architecture, dans… Oui, alors nous, c'est l'éternel débat puisque chaque élu, quand on lui présente un programme, il veut quasiment un Grand Prix de Rome. Sauf que ça a un coût. Bien sûr. Et donc chaque élu veut le mieux pour sa commune. Par des architectes. Oui. Non, ou l'élu surtout. Au départ, c'est vraiment l'élu qui dit moi je veux ce qu'il y a de mieux pour ma commune. Bien sûr. Nous on est d'accord, l'idée est toujours noble et légitime, simplement ça a un coût peut-être des fois un petit peu moins exigeant. Merci beaucoup Pascal Boulanger. On retrouve maintenant notre expert, on va parler de déchets. Grégory Denis, qui est directeur général de Serre France Nord-Pas-de-Calais. Alors tous les mois vous nous apportez un chiffre. Là, ça pèse, le chiffre qu'il nous apporte aujourd'hui, puisque c'est 355 millions de tonnes. Vous avez deviné de quoi on parle ? Réponse. C'est la production annuelle de déchets en France, 355 millions de tonnes. Tout producteur confondu. Tout confondu. Particulier, entreprise. Et sur ces 355 millions de tonnes, on en recycle combien ? Alors ça dépend de la nature des déchets, si c'est des déchets dangereux ou non dangereux, mais globalement, c'est… on va dire 60% des déchets qu'on arrive à recycler. Petit 2/3. Voilà, à peu près. Sur la région, par exemple, sur les 750 000 tonnes de déchets collectés dans les déchetteries, à peu près 150, on arrive à en revaloriser à peu près 70%. Ce qui est pas mal par rapport à la moyenne nationale, qui est de l'ordre de 53%. C'est-à-dire qu'on met 2 fois moins en décharge sur la région que sur la moyenne nationale. Vous avez parlé de nature de matériaux. Alors, est-ce qu'il y a des classifications ? Que dit la réglementation en la matière ? Alors effectivement, il y a différentes natures. Il y a, comme je viens d'indiquer, des déchets dangereux, alors qu'ils sont nocifs, toxiques, nuisibles pour l'environnement. Il y a également des déchets ménagers, les déchets verts, les emballages, tous ces éléments-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble de la gestion des déchets est régi par le Code de l'environnement. Il y a quelques directives européennes, mais essentiellement le Code de l'environnement. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, mais ce qu'il faut retenir, c'est que… Pour l'entreprise ? Alors, pour l'entreprise également, c'est ce Code de l'environnement. Si on l'enfreint, on peut encourir jusqu'à 75 000 € d'amende et 2 ans d'emprisonnement. Pour les entreprises, pour certaines catégories d'entreprises, elles peuvent être considérées comme ICPE, c'est-à-dire installation classée pour la protection de l'environnement. Alors ça dépend du secteur d'activité, des seuils, de la nature des déchets, mais c'est important de connaître si on est classifié dans cette nature-là, parce qu'il faut une déclaration préalable à la préfecture pour exercer. Ça ne concerne pas que les grandes industries chimiques qu'on peut imaginer, ça peut concerner la blanchisserie, l'unité de méthanisation ou même la station-service du coin. Donc ça concerne tout le monde. Sachant que
toute entreprise est responsable de la production et de l'élimination de ces déchets. Quel est votre conseil ? Sur cet élément-là, c'est déjà de faire un diagnostic de sa conformité réglementaire. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, même si on n'est pas classé ICPE, on est tenu de tenir un registre, voire même un bordereau de suivi de ces déchets s'ils sont dangereux. Ouais, on a quand même des obligations. Alors, économiquement maintenant, est-ce que vous avez des chiffres sur le coût du traitement des déchets pour l'entreprise ? Oui, on a quelques chiffres. Alors, ça concerne essentiellement les entreprises de production, de transformation. On estime à 0,5% du chiffre d'affaires le coût de collecte, de tri, d'élimination de ces déchets, mais aussi 6% de l'EBE. Ah ouais. Si on y ajoute le coût de la matière première perdue et le coût de la transformation de cette matière première en déchets, on va jusqu'à doubler le coût de la gestion de ces déchets. Donc ça pèse dans votre exploitation pour l'entreprise et je pense que ça pèsera de plus en plus. Comment je peux m'y prendre pour calculer le coût de mes déchets dans mon entreprise ? Alors, il existe des méthodes, il y a même des normes, des certifications. Je vais donner le nom de la norme, c'est l'ISO 14051 pour ceux qui souhaitent creuser. Bon. Ce qu'il faut retenir pour calculer son coût de déchets, parce que ça va intéresser beaucoup de chefs d'entreprise, c'est 3 paramètres à intégrer. Le coût de la matière, on vient de l'évoquer, le coût de l'énergie pour la transformer, et puis le coût de la main-d'œuvre, des charges qu'il peut y avoir et qui impactent. Et connaître le coût de ces déchets et de l'analyser, ça permet surtout d'identifier des pistes d'optimisation de sa production et de ses produits. Tiens, on vous a demandé à vous si vous recycliez vos déchets. On voit aujourd'hui que 2 tiers d'entre nous, un peu plus de 2 tiers, 66%, recyclons nos déchets. Bon, je crois que c'est entré dans les mœurs. Comment les entreprises traduisent cette prise de conscience et comment peuvent-elles en faire un avantage concurrentiel ? J'ai envie de zoomer sur les 2 réponses. Déjà, s'il y a des entreprises qui... Si on extrapole la réponse des téléspectateurs à l'ensemble des salariés des entreprises, il y a quand même un salarié sur 3 qui n'est pas sensible au sujet. Donc, qui potentiellement a des façons de travailler qui peuvent mettre l'entreprise dans la non-conformité. D'accord. Et puis 2, le coût des déchets, la possibilité de le valoriser n'est pas sensible sur ces 34%. En synthèse, rapidement, vos conseils à l'entreprise ? Les conseils qu'on peut donner, il y a 3 natures. On l'a évoqué, c'est la conformité réglementaire, donc se mettre en sécurité, c'est de faire un diagnostic de conformité. Ça, c'est un point indispensable. 2, c'est le volet rentabilité, et donc de recalculer ses coûts de revient en intégrant les déchets. Et puis 3, c'est une démarche de progrès avec les salariés, en les associant dans une démarche, pourquoi pas de certification, et puis d'explorer des sujets comme l'économie circulaire ou de la fonctionnalité. La gestion de vos déchets est stratégique. Vous retrouverez ces informations sur cette adresse. Merci Grégory et tous ces conseils également. À bientôt.